y a tellement d'informations, notre cerveau réagit en général au plus rapide, sur le plus intuitif, le plus émotionnel. Il faut tout le temps douter. Il faut éveiller à l'anticipation du regret. On voit que ce qui manque, notamment dans le monde numérique, c'est cette culture générale qui, elle aussi, peut nous permettre d'inhiber les fake news. Vous voyez toute la question contemporaine des conflits religieux. Eh bien, il faut une culture générale qui balaye toutes les grandes croyances et religions depuis des millénaires et qui peut conduire à avoir plus de tolérance et plus de recul. Comment peut-on le faire si on est endoctriné? Il n'y a plus de baromètre de la culture générale des élèves français, de la maternelle à l'université. Le numérique a en même temps complètement révolutionné l'accessibilité, mais aussi peut-être une certaine dépendance. Plonger aujourd'hui au cœur du cerveau des jeunes et explorer les mystères fascinants de leur développement cognitif, le tout en compagnie d'un invité d'exception, Olivier Houdet, psychologue, professeur de psychologie du développement à l'Université de Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Partager. Nous, on s'est connus dans une autre émission que j'anime, l'École du futur sur School TV, et je dois dire que c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans 20 sur 20. Olivier, vous êtes connu, pour celles et ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore, pour avoir renouvelé les théories de Jean Piaget. Vous avez aussi révolutionné notre compréhension du cerveau en mettant notamment en lumière un mécanisme essentiel mais souvent sous-estimé et pas très connu. Ça s'appelle l'inhibition cognitive. Alors comment les enfants apprennent-ils à penser de manière critique? Comment luttent-ils aussi contre leurs intuitions pour raisonner de façon un peu plus logique? Et surtout, quel rôle joue l'éducation dans tout ce processus? Voilà, 3 questions et bien d'autres qu'on va aborder, passionnantes, auxquelles nous allons tenter de répondre aussi aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, préparez-vous pour une immersion au cœur de notre cerveau où on va explorer comment science et éducation se rencontrent pour former les penseurs critiques et créatifs de demain. Alors, Olivier, je l'ai dit, vous êtes professeur de psychologie à l'Université de Paris, entre autres, spécialisé dans le développement cognitif des enfants. Vos travaux, ils sont notamment reconnus en France et à l'international pour avoir renouvelé, je l'ai dit, les théories classiques de Jean Piaget, en y introduisant notamment une nouvelle perspective sur la manière dont le cerveau développe les capacités d'un raisonnement. On va en parler dans un instant, mais d'abord, une question peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Qu'est-ce qui vous a motivé, il y a plusieurs années maintenant, à choisir ce domaine, la psychologie du développement, comme champ de recherche ? Quand j'étais assez jeune, adolescent, j'étais passionné de peinture à l'huile dans ma Belgique natale, donc je fréquentais tous les musées dits des primitifs flamands et j'ai appris dans les académies artistiques toutes les techniques de peinture avec glacis, couches de couleurs, d'huile, de vernis, etc. Et passionné par cela, je voulais absolument devenir artiste. Je voulais faire des études supérieures dans le domaine artistique, dans la peinture à l'huile. Et il y a toujours un tableau inachevé, d'ailleurs, sur mon bureau en Sorbonne, que je regarde bien sous les yeux pour m'en souvenir, qui s'appelle Le Maître d'école, ce tableau. Oui, ça ne sort pas nulle part. Ça ne sort pas nulle part parce que mon père m'a dit qu'il serait très difficile de gagner ma vie comme artiste peintre, ce en quoi il s'est peut-être trompé. J'ai dit, je ferai autre chose, je vais faire instituteur, ce sont des études passionnantes, je pourrais apprendre à peindre et dessiner aux enfants et en même temps éveiller leur intelligence, la logique, les mathématiques, les sciences que j'ai aussi toujours aimées à l'école. Et lorsque je fis ces études d'instituteur dans ma Belgique natale, à Bruxelles, j'ai découvert l'œuvre de Jean Piaget, qui était un grand pédagogue de l'époque que tous les élèves instituteurs devaient lire. Et là, ce fut l'insight, le flash, la révélation. J'ai compris à travers ce livre qu'il existait une science de l'intelligence chez les enfants. Je savais déjà par mes formations secondaires qu'il existait sciences chimiques, des sciences physiques, des sciences biologiques, etc. Mais j'ignorais complètement qu'il existait une science expérimentale du développement de l'intelligence chez l'enfant, ce qu'incarnait Jean Piaget. Et là, vous voyez, pour les questions d'orientation, c'est intéressant parce que je vivais dans un milieu assez cultivé, une famille d'architectes, d'historiens de l'art, mais on ne m'avait jamais dit qu'il existait cette science du cerveau et de l'intelligence des enfants. Et donc, ça m'a absolument convaincu. Et tout le reste de ma carrière, j'ai suivi ce fil-là. Mais dis donc, je ne connaissais pas du tout cette histoire et je dois dire qu'elle est sacrément passionnante. Ça, c'est sûr. Alors, on vous présente justement comme l'héritier de Piaget. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait beaucoup de choses, évidemment, parce que lorsque j'étais ce jeune étudiant, j'avais
en main, pas loin de moi, sur mon bureau, même près de mon lit le soir, le Que sais-je de Jean Piaget, qui s'appelait La psychologie de l'enfant, que j'ai toujours, qui est absolument annoté finement à toutes les pages, parce que les instituteurs apprennent à bien écrire au tableau et sur les cahiers des enfants. Donc j'ai toujours aimé m'appliquer à cette écriture ronde et lisible. Et 30 ans après, je crois à peu près, un peu moins, 20 ans après, l'éditeur de Piaget m'a proposé de reprendre son volume, parce que Piaget était décédé dans les années 1980. Et donc j'ai réécrit La psychologie de l'enfant après Piaget, qui est sorti en 2004 et réédité à des dizaines de milliers d'exemplaires depuis. Donc c'est vrai que pour ne pas utiliser un anglicisme, c'est une histoire heureuse, voilà. Carrément. Moi, je trouve que c'est sacrément génial d'être considéré comme l'héritier de Piaget. C'est vrai, surtout comme vous, quand on a une sorte de rôle modèle comme lui, d'en être l'héritier. C'est merveilleux, c'est vrai que c'est merveilleux. Je le vis comme d'autres. On vient de passer les Jeux Olympiques, qui sont très heureux parce qu'ils ont vu petit à la télévision tel nageur, et puis cela devient un nageur olympique. C'est aussi vrai dans le domaine des sciences et de l'éducation. Il y a aussi nos grands champions qu'on cherche à imiter, tout en peut-être pas les surpassant, mais les critiquant, parce que j'ai en même temps rendu beaucoup d'hommages à Piaget, mais j'ai complètement démonté sa théorie de l'intelligence pour en reconstruire une nouvelle, ce qui est le propre de la démarche scientifique. Et on va en parler dans un instant. D'abord, je voulais savoir justement quelles étaient les limites des approches traditionnelles, comme celle de Piaget, par exemple, dans l'éducation contemporaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a une grande limite dans ce qu'on appelle le temps de l'éducation, la temporalité. Tout le monde s'imagine un peu le développement du bébé, de l'enfant, de l'adolescent, jusqu'à l'âge adulte, un peu comme on monte les marches d'un escalier, stade par stade. Ouais. C'était le modèle de Piaget. Il est connu dans le monde entier pour avoir décrit chez le bébé un stade très sensoriel et moteur, ensuite intuitif et prélogique chez l'enfant jusqu'à l'entrée à l'école élémentaire, ensuite logique, mais toujours en rapport avec du concret, durant l'école, toute la durée primaire, et à partir de l'adolescence et du jeune adulte, un cerveau qui devient logique sur des idées, des hypothèses, des propositions, ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif, qui est la forme, on va dire, la plus élaborée de la pensée du cerveau humain. Mais ce dont je me suis rendu compte rapidement, en faisant des observations après Piaget, fines à tous ces âges du développement, du bébé à l'adulte, c'est que le schéma n'était pas si linéaire, en tout cas cumulatif en escalier, mais beaucoup plus dynamique et non linéaire, avec un enfant parfois plus grand qui n'est plus du tout logique, qui redevient intuitif, ou un bébé qui, contrairement à ce que croyait Piaget, est parfois déjà très très logique et très performant dans certaines situations. Et donc j'ai pu démonter ainsi la théorie de Piaget et décrire davantage la temporalité de l'éducation à travers tous les âges de la vie de façon dynamique et non linéaire. Un peu, on revient de vacances les uns et les autres, un peu comme des vagues au bord du rivage. Les vagues se chevauchent les unes les autres. Eh bien, les formations de la pensée dans notre esprit, dans notre cerveau, sont comme cela, beaucoup plus sous forme de vagues. Ce qui est très intéressant, ça veut dire que le cerveau peut à la fois être logique et non logique, intuitif, et cela toute la vie. Parce que Daniel Kahneman, un autre de mes maîtres, prix Nobel d'économie, psychologue, qui a disparu l'an dernier, Daniel Kahneman avait montré que, contrairement à ce que croyait Piaget, les jeunes adultes, et même à des âges plus avancés, sont souvent irrationnels dans leur jugement, ce qui était tout à fait contraire à ce modèle cumulatif de l'intuition vers la logique de Piaget. Donc moi, j'ai essayé de lever ce paradoxe que j'ai appelé le paradoxe Kahneman-Piaget, pour découvrir ce côté dynamique et non linéaire du développement, mais aussi, puisque la logique et l'intuition rentrent toujours en compétition dans le cerveau de l'enfant ou du jeune étudiant à l'université ou dans les études supérieures, il fallait un mécanisme de régulation. Et c'est ça, cette inhibition que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement. C'est elle qui doit toujours permettre, dans toute notre vie mentale, d'inhiber les intuitions, les automatismes lorsqu'ils sont erronés, pour laisser à nos algorithmes logiques la possibilité de se décliner. Est-ce que c'est ça que vous appelez la théorie des 3 systèmes cognitifs ? Absolument. Le premier, le système 1, c'est le système automatique, intuitif, qu'on appelle aussi heuristique, très rapide. Pourquoi heuristique ? Parce qu'il marche très bien, très souvent, mais pas toujours. L'autre système, la logique et les algorithmes, s'il n'y a pas de bug, un algorithme conduit toujours à la bonne solution. Le problème, c'est que les algorithmes du cerveau sont plus lents
que nos heuristiques ultra rapides. Donc, face à une situation, votre cerveau va aller au plus vite. Nous sommes assez paresseux, y compris les adultes. On a une paresse cognitive. Et dès lors, si les algorithmes sont toujours court-circuités par les intuitions et les heuristiques, ben, on est irrationnel. Ce qui explique, par exemple, le phénomène très contemporain d'adhésion des jeunes ou moins jeunes aux fake news sur Internet, parce que c'est l'heuristique de crédibilité. D'accord. Or, l'algorithme logique plus lent, c'est la vérification des sources, de la déduction, des prémices, etc., et des étapes du raisonnement logique. Et c'est très actuel. Ça, c'est vraiment la problématique de la condition humaine au XXIe siècle, à l'époque de la révolution numérique, à savoir qu'il y a tellement d'informations, notre cerveau réagit en général au plus rapide, sur le plus intuitif, le plus émotionnel, et pas nécessairement sur la logique et la rationalité. Et mon fameux système 3, l'inhibition, c'est ce qui va permettre de bloquer le système 1 heuristique. Une fois bloqué, on laisse à notre système d'algorithme logique, le système 2, qui est plus lent, mais on lui laisse la possibilité de se déployer, donc de venir dans le jugement, dans la réponse, que ce soit sur une copie d'examen, dans un concours, dans une conversation. Et avec ces 3 systèmes, je crois qu'on tient la complexité de la pensée humaine dans une vision qui n'est plus justement cumulative, logique, mais dynamique et non linéaire. Tout ceci est absolument passionnant, Olivier. Alors, compte tenu de tout ça, est-ce qu'on peut considérer que l'intuition, c'est toujours une forme de pensée irrationnelle ? Alors, irrationnel pourrait paraître être subjectif, parce que parfois les intuitions nous guident bien. Oui. Il faut se laisser porter par ces intuitions. Mais autant qu'elles nous guident, elles nous trompent. Et c'est là toute la difficulté de notre condition humaine. Et donc, il faut avoir le curseur. Et ce curseur, c'est ce mécanisme inhibiteur. Alors, on l'a... grâce aux travaux que j'ai pu réaliser avec l'imagerie cérébrale, donc l'exploration du cerveau, j'ai pu découvrir chez l'enfant et lors de son développement jusqu'à l'adulte, l'épicentre de ce contrôle inhibiteur, donc ce que j'appelle le système 3, dans le cerveau humain, c'est dans le cortex préfrontal, donc juste derrière le front, une région très précise qui s'appelle GFI, gyrus frontal inférieur, et c'est là qu'est l'épicentre de ce mécanisme inhibiteur qui peut, à distance, via des neurones à axones longs, donc les neurones, ce sont les cellules du cerveau, les axones, ce sont les petits tubes qui sortent d'un neurones pour aller vers les autres réseaux de neurones. Et ces petits tubes, pour le dire simplement, ils envoient dans la physiologie de notre cerveau toujours soit des ordres inhibiteurs, soit des ordres activateurs. Parce que votre cerveau n'est pas allumé en permanence à tous les étages. Il l'est de façon sélective. Et heureusement d'ailleurs. Le problème, c'est que parfois, il s'allume mal, trop vite. Et dès lors, il faut, via cet épicentre du contrôle inhibiteur, envoyer vers certains réseaux de neurones, par exemple ceux des heuristiques, des automatismes trop rapides, qui peuvent être dans le cortex pariétal, dans le cortex occipital, dans le cortex temporal, selon qu'il s'agit de lire, écrire, compter, raisonner ou toute autre chose. Et donc là, c'est vraiment ce que je vous décris, la géopolitique du cerveau humain, alors je crois que précisément, tant l'école, je l'ai écrit dans mon livre « L'école du cerveau », qu'à l'université, on ne tient pas assez compte de cette complexité du développement cognitif des jeunes. Et on s'étonne, parfois on se dit, mais il avait acquis, il avait compris, il avait réussi l'examen, pourquoi se retrompe-t-il après ? C'est tout à fait normal, on se trompe tout le temps, mais il faut davantage que la pédagogie à l'école comme à l'université tienne compte de ce phénomène de contrôle inhibiteur qui sous-tend l'esprit critique, qui sous-tend le raisonnement logique qui, quelquefois, est malmené dans le monde informationnel d'aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'à la fois, peut-être que l'université, l'enseignement supérieur et même l'école ne prend pas assez en compte le fait que les élèves peuvent faire des erreurs et qu'il faut apprendre de ces erreurs. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que toute cette science derrière le cerveau, en fait, elle n'est pas du tout ou très peu prise en compte dans notre système. Très peu. Moi, c'est ça, c'était le combat scientifique de toute ma vie et qui l'est toujours, c'est de dire les systèmes éducatifs, qu'ils soient primaires, secondaires ou supérieurs, fonctionnent avec des entrées, ce qui entre dans le cerveau, c'est-à-dire le programme scolaire, la façon dont on va organiser la classe, la division des classes de CP par 2, ou les groupes de besoins et de niveaux dont on parle dans cette rentrée. Donc ça, c'est l'aspect organisationnel, on va dire, de l'entrée du système. Et on mesure la sortie. Les réponses des élèves au contrôle en classe, les classements PISA internationaux, et on fonctionne ainsi à peu près dans toutes les politiques éducatives de France et du monde, sans tenir compte de la boîte noire qui se trouve entre ses entrées et ses sorties, et qu'est le cerveau humain. Or, ce cerveau est
formidable. Il comprend 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions. Et on peut, depuis 20 ans maintenant, et je l'ai fait en France de façon pionnière avec mon laboratoire, d'explorer le cerveau des élèves en développement, on peut maintenant observer ces réseaux de neurones, à la fois quand le cerveau se trompe ou quand il corrige ses erreurs, comme je l'évoquais avec le mécanisme d'inhibition. Et donc, on ne peut plus ignorer ce qui se passe dans le cerveau pour concevoir l'éducation. Ce serait sinon faire de la pédagogie comme à l'époque des médecins de Molière dans le domaine de la médecine. On se trouverait des excuses, Voilà. effectivement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment concrètement on arrive à voir dans le cerveau. C'est-à-dire que les enfants, vous leur mettez un IRM autour de la tête et puis vous leur dites, eh ben voilà, joue, apprends, etc. Comment ça se passe concrètement ? Alors, c'est un peu ça, mais pas tout à fait ça. On ne leur met pas un IRM autour de la tête, c'est eux qui entrent allongés dans Oui, déjà, un c'est comme ça que ça se IRM. passe, oui, effectivement. Voilà, parce que l'IRM, ça prend à peu près 3 studios comme celui dans lequel nous sommes. Ah oui. L'environnement est une cage de Faraday pour tout ce qui est protection électromagnétique. C'est vrai. C'est très impressionnant. Il y en a des photos dans mon livre de celles qu'on utilise, une IRM 3 Tesla de Philips. Et c'est passionnant. Déjà, Platon, dans l'Antiquité grecque, était cérébrocentriste. Il avait prévu, contrairement à Aristote, que la pensée était dans le cerveau. Aristote disait le cerveau c'est trop froid, la pensée est dans le cœur. C'est Platon qui avait raison, mais il a fallu attendre plus de 2 millénaires pour que les scientifiques, Oui, c'est ça. psychologues, philosophes, neuroscientifiques puissent explorer la pensée en marche. Et je crois que la société ne mesure pas suffisamment la révolution que ça représente pour le monde d'aujourd'hui. Parce que finalement, qu'est-ce qui contribue au positif ou au négatif dans le monde ? Ce sont les cerveaux humains. Ouais. Qu'il s'agisse du progrès, qu'il s'agisse de la guerre, Ouais, bien de sûr. la violence, de la politique, etc. La prise de décision en général. Donc lorsque l'enfant est dans l'IRM, à ce moment-là, on a, via un système à la fois physique et biologique, sur l'ordinateur, la reconstruction tridimensionnelle, point par point, au millimètre près, de tous les réseaux de neurones du cerveau, et cela toutes les secondes. Donc c'est fabuleux. Toutes les secondes, vous avez ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte, alors qu'il n'est pas endormi, mais qu'il résout une tâche. Et c'est pourquoi on appelle cela tâche cognitive, qu'on appelle cette technique l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. C'est-à-dire pendant que le cerveau fonctionne, qu'il pense. Mais comment faire réaliser une tâche ou un problème ? C'est ce que j'allais vous dire. Dans un en IRM. classe, on le fait au tableau. Ici, on pourrait le faire avec du matériel sur une table. Dans l'IRM, eh bien, c'est là on va dire, le processus de découverte d'applications technologiques. C'est que via un écran qui est paramagnétique et incrusté dans l'IRM ou avec une projection à travers le tube par l'arrière, toujours est-il que avec un petit miroir, quand l'enfant est couché dans l'IRM, il voit sur l'écran ou sur le miroir qui reflète un écran derrière, les deux technologies sont possibles, une tâche cognitive à résoudre comme s'il était face à un ordinateur. Ouais. Alors, ce n'est pas tout, il faut que l'enfant réponde. Et le tout sans bouger, parce que sinon la photo est floue. Oui. Donc, pour qu'il réponde, l'enfant en a conçu, et ce que je vous décris pour l'enfant vaut également pour l'adulte, mais le premier exploit était de faire cela avec des enfants, vous l'imaginez. Mais j'explore tous les âges, enfants, adolescents et adultes, notamment mes propres étudiants volontaires de l'université qui passent ces expériences. Donc, il y a un petit boîtier réponse avec 2 boutons qui est, par exemple, pour dire oui ou non, pareil ou pas pareil, plus grand, plus petit. Donc, toute prise de décision, qu'il s'agisse d'un enfant de dire si un nombre de jetons est identique à un autre ou un président de la République de nommer un Premier ministre, toute prise de décision, c'est toujours finalement binaire. Et c'est ça qu'on observe par ces 2 petits boutons sur le clavier qu'a l'enfant dans l'IRM. Et à ce moment-là, on voit ce qui se passe dans son cerveau toutes les secondes quand il se trompe ou quand il va parvenir à bien déclencher ce mécanisme inhibiteur qu'on évoquait tout à l'heure pour repousser un automatisme lorsque l'enfant prend conscience. Il y a aussi toute la théorie de la conscience, prend conscience que son cerveau est en train de se tromper, qu'il dérape et qu'il doit se rattraper et corriger. Donc, tout ce qu'on décrivait tout à l'heure de façon générale et un peu théorique et philosophique, on le réalise et on l'explore vraiment concrètement. Ouais. Et mon but, c'est de le faire pour les situations scolaires, que ce soit à l'école primaire ou à l'université ou en école secondaire. Et c'est pourquoi on travaille avec des grandes cohortes d'enfants, d'adolescents et d'adultes.
Comment tout ça, ça peut être appliqué aujourd'hui concrètement dans le système éducatif universitaire français, toutes ces stratégies pour favoriser l'inhibition cognitive? Si vous avez demain un enseignant devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez pour que concrètement, tout ça, ça soit mis en place dans les salles de classe? D'abord, vous savez que les chercheurs travaillent beaucoup. Je suis moi-même aussi professeur d'université, donc j'essaie Oui. d'appliquer ces théories aux centaines et milliers d'étudiants que nous avons chaque année. Donc quand je vous dis qu'on travaille beaucoup, c'est d'abord pour faire ces recherches, pour faire les découvertes scientifiques qui, elles, sont publiées dans des grandes revues américaines, anglophones, mais ça ne touche pas le monde de l'éducation Oui. en France, par exemple. Donc c'est pourquoi j'ai toujours, depuis le début de ma carrière, et ce dernier livre, L'école du cerveau, est le 30e, j'ai toujours écrit des livres grand public qui racontaient pas à pas les découvertes scientifiques que l'on faisait, mais à condition qu'elles soient déjà publiées dans les grandes revues scientifiques américaines, c'est-à-dire validées, estampillées, contrôlées, vérifiées par des experts indépendants. Donc, ce n'est pas juste un livre de pensée personnelle, de philosophie. Oui. Ce domaine-là est un domaine, Tout est pour ça que je me vérifié. permets de vous dire qu'on travaille beaucoup. Tout est vérifié, construit Bien avec sûr. des vrais élèves, des vrais humains. Et après, j'ai toujours souhaité, à travers tous les que sais-je, j'écris 5 que sais-je sur l'intelligence, la psychologie de l'enfant, celui de Piaget dont on parlait, l'un sur le raisonnement, l'autre sur les 100 mots de la psychologie, l'histoire de la psychologie, parce que j'ai rapidement parlé d'Aristote et Platon tout à l'heure, mais c'est très intéressant de voir comment tout ce que j'appelle cette neuropédagogie s'inscrit dans une longue histoire des grandes théories de l'éducation, du développement. Et dans l'école du cerveau, j'ai vraiment voulu consacrer la moitié du livre à cette histoire de l'Antiquité grecque au XXe et XXIe siècle, et en même temps à la révolution survenue par l'informatique, la neurobiologie, de l'exploration du cerveau en action. Et ça s'emboîte en fait très bien. Il y a un autre sujet aussi qu'on aborde aussi que vous abordez dans votre livre, mais que je voulais aborder avec vous aussi, c'est si la logique est au cœur de votre recherche, quel est le rôle des émotions dans le développement de la pensée des jeunes? Alors, on étudie ça de très près aussi. Il y a d'autres laboratoires de recherche, comme celui d'Antonio Damasio à Los Angeles, avec lequel on collabore, qui étudie finement toute la palette des émotions dans le cerveau. Et l'émotion est un terme trop général, trop générique. Trop large, donc, il y a une palette d'émotions, et je vais vous en décrire 3. Il y a les émotions, on va dire, basiques, la joie, la tristesse, la colère. Ça, ce sont plutôt des émotions qui s'inscrivent dans le système 1 qu'on évoquait tout à l'heure, la réponse rapide, impulsive, heuristique. Il y a aussi des émotions que Théodule Ribot, l'un des créateurs et promoteurs de la psychologie scientifique au début du XXe siècle, qui était académicien dans l'académie où je suis maintenant, Théodule Ribot avait écrit un très beau livre qui s'appelait « Les sentiments intellectuels ». Et donc, il parlait d'émotions plus cognitives. Et en fait, aujourd'hui, dans le cerveau, moi, c'est à ces émotions-là que je m'intéresse. Je vais vous en citer 3. Le doute, le regret et la curiosité. Et ça, c'est vrai pour l'enfant à l'école ou pour l'étudiant à l'université. Il faut tout le temps douter. C'est le doute cartésien, mais surtout douter de soi, puisqu'on a bien vu que ce n'est pas parce qu'on avait acquis la logique que nécessairement on l'appliquerait. Ensuite, il faut surtout regretter. Et j'ai par exemple dirigé une thèse de doctorat complète avec Mathieu Cassotti de mon laboratoire sur l'anticipation du regret. Par quel mécanisme le cerveau anticipe le regret qui lui permet d'inhiber le système 1 intuitif. Si vous regrettez, c'est trop tard, vous avez mal répondu. Oui. Donc, il faudrait une pédagogie du regret à l'école et à l'université, surtout dans le monde numérique ultra rapide d'aujourd'hui, où on peut regretter ce qu'on a répondu trop vite ou ce qu'on a qualifié trop vite. Ça peut aller jusqu'aux problématiques, on le sait, de harcèlement. Scolaire. Ça peut aller aussi sur, on le disait tout à l'heure, l'adhésion aux fake news, tout ce qui est complotisme, etc. On peut très rapidement et plus que jamais être amené à regretter ce que l'on a répondu. Donc, le regret, c'est trop tard. Nous, psychologues, on travaille en amont. Il faut éveiller l'enfant et l'élève en général, et encore le jeune adulte, à l'anticipation du regret. Et dans le cerveau, on suit toutes les chaînes émotionnelles qui partent du système limbique, qui est le système des émotions au centre du cerveau, jusqu'au cortex singulaire antérieur, qui est vraiment entre vos 2 hémisphères. Et sur ce cortex singulaire, on voit s'activer, si vous voulez, la séquence entre le doute. Il faut douter avant de regretter, sinon le regret ne se déclenche pas. Le doute, le regret, si vous pouvez, entre le doute et le regret, ajouter l'anticipation du regret, c'est cette émotion-là qu'on appelle intellectuelle, qu'on appelle aussi contrefactuelle, parce qu'elle va contre les faits,
contre ce qu'on a répondu habituellement. Et c'est cette émotion-là qui vient guider l'inhibition dont je parlais tout à l'heure, qui se trouve dans le gyrus frontal inférieur. Donc vous avez toute une autoroute, on va dire, de l'information dans le cerveau qui part de ces émotions. Soit de son primaire, vous allez dans l'erreur, quelquefois, soit de son secondaire et vous amène à être plus subtil psychologiquement, avec d'autres curiosités, regrets qui guident ce contrôle inhibiteur. Et ça, je crois que c'est vrai toute la vie, et c'est vrai en particulier pour les questions aussi d'orientation des jeunes. On peut très rapidement regretter une voie dans laquelle on s'est engagé. Et cela correspond aux micro-décisions qu'on prend chaque jour. Je prends un exemple en peinture que l'on évoquait tout à l'heure. Eh bien, l'émergence de l'abstraction au XXe siècle, si on passe par le cubisme où peu à peu a commencé à se déconstruire l'art figuratif qui avait quand même dominé la peinture pendant de nombreux siècles. Mais c'est une inhibition du figuratif qui permet au cerveau d'activer l'abstrait, les formes et les couleurs dans un Kandinsky par exemple. Alors que les primitifs flamands que j'évoquais au début de l'entretien... Alors que les primitifs flamands que j'évoquais au début de l'entretien étaient dans l'imitation tout à fait exacte du réel. Eh bien, c'est un exemple au cœur de l'histoire des sciences qui vous montre qu'il a fallu inhiber tout ce système habituel de figuratif pour aller vers l'abstrait. Et notre cerveau n'a aucun problème à travailler dans l'abstrait. Simplement, il est trop ancré dans le figuratif et la copie du figuratif. Et... alors, avec cette idée-là que l'inhibition du cortex préfrontal permettait de libérer la créativité dans le cerveau, on a fait également toute une série d'expériences scientifiques qui l'ont démontré. Et c'était un vrai débat dans la littérature parce que beaucoup de chercheurs pensaient l'inverse, pensaient qu'il fallait se désinhiber pour être créatif. Et j'ai pu démontrer que c'est tout à fait le contraire. Il faut s'inhiber pour être créatif, c'est-à-dire se lâcher. Et sinon, vous répétez toujours vos routines, vos habitudes. Ça peut se comprendre comme ça, mais on l'a démontré dans le cerveau. Voilà, et ça se démontre vraiment avec les mêmes technologies d'imagerie cérébrale que j'ai indiquées tout à l'heure. On voit si la région de l'inhibition se déclenche juste avant la région de la créativité. Et c'est ainsi par une séquence causale qu'on établit vraiment scientifiquement. Parce qu'on peut avoir des idées, mais quand on crée une expérience, on fait toujours un groupe expérimental et un groupe contrôle. C'est-à-dire qu'on se fait l'avocat du diable. On fait une condition qui correspond à l'inverse de notre hypothèse. Donc pour inhibition et créativité, on a fait les deux. Et on a en effet découvert que cette inhibition dont je parlais est très créatrice, très positive, et non pas l'inhibition négative à laquelle tout le monde pense quand on parle de ce terme, et que c'est sans doute le facteur aussi principal, non seulement de raisonnement critique dans notre société, comme on le disait, ou par rapport à soi, mais aussi de créativité, ce qui est tout à fait extraordinaire et quand même peut-être pas le propre des humains, mais là où les humains pourraient le plus exceller. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, vous faites aussi le lien avec, évidemment, les neurosciences et l'éducation. Est-ce qu'il y a des risques éthique par rapport à l'application des neurosciences dans l'éducation? L'éthique intervient déjà en amont, avant que l'on ne réalise ces expériences avec des enfants, adolescents ou adultes volontaires, et pour les mineurs, donc en dessous de 18 ans, avec l'accord des parents, tous nos protocoles sont examinés par des comités d'éthique au niveau régional, au niveau national. Donc la recherche qu'on appelle biomédicale en France est extrêmement bien cadrée. Et donc, moi, je dois remettre, pour ça que je vous disais, on travaille beaucoup, mais à tous les niveaux, je dois remettre des gros rapports qui décrivent exactement ce qu'on va faire, pourquoi, quelle hypothèse scientifique, quel est le bénéfice versus risque pour les enfants, pour convaincre aussi les parents. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'éducation nationale, à la fois avec les professeurs des écoles, les enfants volontaires, les parents volontaires, un peu dans une démarche de co-éducation entre parents et enfants, mais aussi les directeurs d'établissement, mais aussi les recteurs. Je n'ai jamais fait aucune expérience en France sans que ce soit avec l'accord du recteur ou de la rectrice d'académie. Et ce n'est pas obligatoire de faire tout cet écosystème, je dirais, impliqué dans l'éthique de la recherche, mais j'y ai absolument tenu. Tant et si bien que les enfants ou les élèves sont tellement heureux parce qu'on les prépare. Il faut les entraîner à ce tunnel d'immobilité que j'évoquais. Donc, ils sont entraînés en classe dans un faux tunnel en tissu pour les plus petits où ils sont allongés, ils apprennent à être confinés. On leur couvre les oreilles d'un casque comme les casques qui protègent les personnels sur les pistes d'aviation parce que la machine fait du bruit. C'est vrai. En même temps, via le casque, on peut parler à l'enfant, donc poser la question qu'on veut lui poser, de créativité, de logique, de raisonnement. Alors, ça paraît simple quand je mets tout ensemble comme ça, mais c'est là ce qu'on appelle l'innovation. Dans l'enseignement supérieur, la recherche, il y a aussi l'innovation, toute l'innovation technologique qui permet précisément
pour la première fois, depuis le rêve cérébrocentriste de Platon, de faire cela au début du XXIe siècle chez des enfants volontaires. Alors, donc, il n'y a pas de risque, enfin, c'est très cadré sur le plan éthique, sachant que l'enfant ou l'élève peut se retirer à tout moment lorsqu'il fait une expérience sans devoir s'expliciter. Là où je vois davantage de risques de mauvais usage des neurosciences, c'est dans les applications qui peuvent en être faites de façon trop brutale, de façon trop caricaturale parfois, mais ça c'est vrai de tous les domaines scientifiques. Donc je suggérerais aux professeurs qui nous écoutent, qu'ils soient des professeurs des écoles ou d'universités, eh bien, d'essayer par ces lectures de percevoir là où ils ont vraiment le sentiment que ce passage par le cerveau et les neurosciences leur apporte quelque chose de nouveau auquel ils n'auraient pas pensé ou qui leur permettent de lever des paradoxes comme celui que j'évoquais tout à l'heure entre la logique et l'intuition qui se chevauchent alors qu'on imaginait que la logique se succédait aux intuitions. Et là, les profs nous disent « Ah oui, là vraiment, ça m'apporte quelque chose. » Où ils comprennent l'importance du contexte social et culturel qui va déclencher précisément le système 1 trop rapidement dans le cerveau, alors que dans un autre contexte, ce serait directement la logique qui s'activerait. Et quand les profs disent « Ah, je ne savais pas qu'en passant par le cerveau, on allait mieux comprendre la culture », là, ça leur fait avoir une vision des neurosciences qui, je pense, est suffisamment riche et complexe pour faire des transferts vers l'école et l'enseignement, y compris supérieur, puisque les cerveaux sont toujours là avec leurs forces et leurs faiblesses. Heureusement, d'ailleurs. Vous avez aussi, Olivier, on va changer de sujet, mais c'est important et ça fait lien avec tout ce qu'on a évoqué précédemment. Vous avez, lors de votre parcours, dirigé un cycle d'études, notamment sur la culture générale. Et vous êtes venu avec moi, pour celles et ceux qui nous regardent, vous êtes venu avec comment on peut appeler ça, ce rapport. Alors, oui, c'est un rapport de l'Académie des sciences morales et politiques, donc c'est tout neuf, il vient de paraître, sur la question de la culture générale aujourd'hui. Que doit encore savoir l'honnête humain du XXIe siècle Alors, c'est quoi la réponse ? La réponse, elle est d'abord, puisqu'on parle d'éducation et d'enseignement supérieur, vous savez que depuis plusieurs décennies, pour résumer les choses, c'est après le fait que Bourdieu, donc professeur de sociologie au Collège de France, et après qu'il a dénoncé la notion de culture générale en la décrivant en termes de capital culturel, capital cognitif, en disant que les enfants de milieux favorisés allaient arriver à l'école avec une meilleure culture générale, ce qui stigmatisera ceux des milieux défavorisés parce qu'ils seront moins bien dotés en culture générale. Et alors là, c'est vraiment un point auquel essentiel que je voudrais dire ici, qui est très nouveau, c'est que la France était trop habitée par cette conception de Bourdieu pendant des décennies, ce qui fait qu'à Sciences Po, par exemple, il y a une dizaine d'années, 12 ans ou 13 ans, je crois, on a supprimé la culture générale au concours d'entrée à l'école. Ça se fait aussi pour les écoles d'administration, dans les grandes écoles de commerce. Et pour finalement essayer de régler l'un des problèmes éducatifs, il est vrai, essentiel en France, qui est les inégalités sociales et scolaires, on s'est dit, supprimons la culture générale. Bourdieu avait raison, c'est un capital culturel, donc supprimons le capital culturel, ce qui paraît quand même totalement aberrant. Oui, et par ce rapport que m'a commandé l'Académie des sciences morales et politiques, qui est accessible sur le site de l'Académie à l'Institut de France, à l'onglet « Éducation », et dans ce rapport fait 100 pages et se termine par 10 recommandations qui sont faites pour les pouvoirs publics. Je dois le remettre dès que possible au ministère de l'Éducation nationale, mais également au ministère de la Culture. Il est déjà arrivé à l'Élysée et l'Élysée l'a bien reçu, m'a fait part de son grand intérêt pour ce rapport. Et en fait, là aussi, c'est un acte majeur, c'est-à-dire qu'on va remettre la culture générale, mais en évitant précisément l'écueil que là Bourdieu avait justement souligné pour l'émancipation de tous et non pas pour la sélection. Mais c'est un vrai enjeu, puisque dans le monde d'aujourd'hui, on voit que ce qui manque, notamment dans le monde numérique, c'est cette culture générale qui, elle aussi, peut nous permettre d'inhiber les fake news, les raisonnements erronés. Et cette culture générale va de la philosophie aux sciences et aux technologies aujourd'hui, en passant par la littérature, par les arts, par les religions. Vous voyez toute la question contemporaine des conflits religieux. Eh bien, il faut une culture générale qui balaye toutes les grandes croyances et religions depuis des millénaires et qui peut conduire à avoir plus de tolérance et plus de recul. Comment peut-on le faire si on est endoctriné et sans culture générale ? Et c'est vrai absolument de tout. Donc,
j'ai fait travailler une centaine de personnes pendant une année complète du milieu de l'éducation et de la culture pour construire ce rapport avec 4 groupes de travail qui ont exploré simultanément, l'un sur vraiment le portrait de l'honnête humain du XXIe siècle, que doit encore-t-il savoir? La question est nouvelle par rapport au XVIIe, parce qu'il y avait les bibliothèques, mais il n'y avait pas Internet. Donc maintenant, il y a les mémoires externes, et on peut en 2-3 clics aller chercher l'info. Donc on ne doit peut-être plus tout savoir, mais on doit avoir des mécanismes qu'on appelle métacognitifs qui informe notre cerveau du moment où il faut aller vérifier l'information ou la chercher, etc. Donc, il y a un groupe qui a travaillé là-dessus, sur les nouveaux formats d'intelligence artificielle, d'algorithmes de recherche d'information, mais aussi de jeux vidéo, par exemple, parce qu'il y a des jeux vidéo comme ceux d'Ubisoft, historiques, éducatifs, où après, les jeunes vont au musée du Louvre pour retrouver des antiquités grecques qu'ils ont vues en cadre de jeux vidéo, ou pour l'île de la Cité au Moyen-Âge. Vous savez que la reconstruction de Notre-Dame, qui va bientôt s'achever, elle a pu être refaite notamment à partir des reconstructions 3D de Notre-Dame qui avaient été faites pour un jeu vidéo historique et éducatif. C'est quand même fou. Donc voilà, c'est extraordinaire. Il y a une imbrication finalement, ce qu'on appelle cette culture numérique, cette culture mobile, très accessible, y compris par le jeu, et la culture générale. Il ne faut pas imposer évidemment des sommes de culture générale aux jeunes. C'est par ces différents canaux qui les intéressent qu'on peut les y emmener. On a également fait un groupe sur l'évaluation. Alors ça, je pense que ça peut vous intéresser. L'évaluation de la culture générale à l'école. Comme depuis Bourdieu, ce que j'évoquais, on a écarté peu à peu la culture générale, on ne la mesurait plus. Et en interrogeant le ministère de l'Éducation nationale l'an dernier, son service des statistiques, j'ai compris qu'on ne mesurait plus du tout la culture générale. On ne sait pas où on est. Il n'y a plus de baromètre de la culture générale des élèves français, de la maternelle à l'université. Parce que ça peut s'éveiller à tout âge, la culture générale. Je prends un exemple. Les découvertes sur le cerveau, j'en ai fait 2 albums chez Nathan. L'un qui s'appelle un Kididoc pour les maternelles sur « Explore ton cerveau » et un autre 32 questions-réponses sur le cerveau pour l'enfant d'école primaire. C'est de la culture générale, comme les pyramides, les dinosaures, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette culture générale, on peut l'éveiller, mais on ne la mesure plus à l'école. Et donc, en cette rentrée, donc 2024, les services statistiques du ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle la DEPP, je ne décline pas le sigle, vont mesurer, ça n'a plus été fait depuis des décennies, là, en cette rentrée, sur des centaines de milliers, je crois plusieurs millions d'élèves, un test de culture générale dont on a fait un prototype cet hiver et printemps dernier. Et là, avec les évaluations scolaires qui vont se faire dans les jours et semaines qui viennent, on remesure pour la première fois, depuis en tout cas bien avant que je sois arrivé en France au début des années 80, la culture générale des élèves, pour au moins savoir où on en est. Et on va le refaire tous les ans. Là, c'est prévu jusqu'à 2026. Et on va peu à peu enrichir ce baromètre des réflexions théoriques que l'on a faites sur toutes ces facettes nouvelles et classiques de la culture générale aujourd'hui. Et alors, ça, pour l'enseignement supérieur, c'est la clé aussi. C'est ce que j'ai voulu. Si on se spécialise trop vite, on n'acquiert pas suffisamment de culture générale. Bien sûr. Est-ce que vous avez parlé rapidement, et ça fait partie de l'une de mes dernières questions, est-ce que vous avez vu des liens entre justement l'exposition au numérique, aux écrans, aux jeux vidéo ou à l'intelligence artificielle et un impact sur le cerveau notoire, notamment négatif? Et qu'on peut décrire de la façon suivante. Il y a, disons, 2 formes d'intelligence dans le cerveau humain. Une intelligence qu'on appelle fluide, qui est très rapide. Ça, c'est ce qui éveille très, très bien le numérique. On est capable de répondre rapidement, pour les joueurs, de distinguer une cible d'un distracteur, etc. C'est l'intelligence fluide, rapidité, raisonnement visuel. Mais il y a une autre forme d'intelligence qui, pour le coup, se perd, qu'on appelle l'intelligence cristallisée. C'est-à-dire toutes les connaissances des siècles antérieurs et actuelles aussi, sciences et technologies, que l'on acquiert et qu'il faut cristalliser dans notre cerveau. Ce qui est quelque part la culture générale aussi. La culture générale, c'est vraiment ça. C'est la connaissance cristallisée et donc l'intelligence cristallisée, tout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'entretien, l'inhibition, le raisonnement, ça c'est de l'intelligence fluide. Notre cerveau doit être fluide pour être capable d'inhiber son automatisme et aller rechercher une autre solution ou être créatif. Et en même temps, cette fluidité tournerait un peu à vide sans culture générale et donc sans intelligence cristallisée. Et il faut au cerveau humain, je trouve ça assez beau comme contraste, à la fois du fluide et du cristallisé.
Eh ben, c'est noté. Tout ça, Et le monde numérique est en quelque sorte trop fluide. Mais oui, peut-être. Et on voit l'impact sur le cerveau des jeunes aujourd'hui, Voilà. dont nombreux sont les chercheurs qui disent que Voilà. c'est un danger. L'intelligence artificielle peut-être aussi, etc. Qu'il y a moins de recherche et pourtant plus d'accès à une culture générale qui est quand même beaucoup plus simple qu'il y a des dizaines d'années où il fallait aller dans une bibliothèque pour apprendre des trucs, quoi. C'est là où il y a beaucoup d'espoir par rapport à l'époque de Bourdieu, c'est que l'accessibilité, comme vous le dites très bien, donc ce qu'on appelle la culture mobile, vous pouvez dans le fin fond de la Creuse et visiter le château de Versailles de façon virtuelle ou un département du Louvre et puis aller une autre fois quand vous allez dans ces villes. Et donc ça, le numérique a en même temps complètement révolutionné l'accessibilité, mais aussi peut-être une certaine dépendance, une certaine manque d'inhibition face à un usage trop classique ou trop répétitif des écrans qui, là, irait à contresens de ce que la révolution numérique peut développer de créativité dans notre cerveau. Merci beaucoup, Olivier. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Évidemment, je n'ai pas du tout envie qu'elle se termine comme tous les autres épisodes de ce podcast. Mais je voulais vous poser peut-être une avant-dernière question. Si vous aviez une citation ou un mantra qui vous accompagne depuis longtemps et qui marque quelque part votre vie professionnelle ou vos recherches autour de l'éducation. Alors, ça ne vous étonnera pas, c'est une citation de Jean Piaget qu'on évoquait tout à l'heure, mon maître lorsque j'étais instituteur et jeune étudiant psychologue. C'est une devise qui dit que la révolution qui s'opère dans le cerveau de l'adolescent et du jeune adulte, dans son esprit, disait Piaget, c'est que le réel devient un cas particulier du possible. Alors, c'est extraordinaire, ça veut dire que quand l'enfant est jeune, il considère que ce qui est possible fait partie du réel. Par exemple, le fait que je puisse prendre ce verre et le mettre là, c'est une possibilité dans le cadre du réel. Oui. Mais à un moment donné, votre cerveau comprend que c'est aussi l'inverse. C'est que le réel n'est qu'un cas particulier du possible. Donc, vous pouvez imaginer des mondes différents, faire des hypothèses qui est à la base de la démarche scientifique. C'est aussi vrai de l'art, de la créativité qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça se conjugue très bien avec ma notion d'inhibition, l'idée que le réel n'est qu'un cas particulier du possible, donc qu'on peut encore rêver, qu'on peut faire de la politique, faire de la science, imaginer les choses autrement, et surtout lors des études supérieures. Et toute ma vie, cela m'a suivi, et donc je l'ai fait graver sur mon épée d'académicien comme devise. Il est inscrit... le réel est un cas particulier du possible. Et sans ça, d'ailleurs, je crois que je n'aurais pas été élu à l'Académie parce qu'il faut quand même un grain de folie pour vous lancer dans des recherches de fauteuils aussi compétitifs. Et c'est parce que je me suis dit, après tout, pourquoi la psychologie de l'enfant et les neurosciences ne seraient pas aussi à l'Institut de France, tout à fait. N'était pas. Et vous êtes le premier. Oui, et j'ai toujours pensé, enfin il n'y en a plus depuis Théodule Ribot que j'évoquais à la fin du 19e siècle, mais qui était philosophe, donc premier psychologue universitaire. Donc ça m'amuse beaucoup parce que le petit étudiant belge qui osait à peine arriver de sa Belgique natale à la Sorbonne, et je croyais manquer de culture générale d'ailleurs à l'époque, et un grand tableau dessiné dans mon bureau aussi avec tout ce qu'il fallait savoir depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, un genre de mémo, un très très grand poster que j'ai toujours, qui amuse mes élèves et mes collègues, parce que mes collègues, je croyais que j'allais être en retard par rapport aux élèves français de notre Belgique voisine. On a une vision très supérieure de la France. Je n'étais pas en retard du tout. Il ne faut pas, parce qu'on vous adore, vous savez. Voilà, c'est grâce à ça que j'ai toujours pensé à cette idée que le réel est un cas particulier du possible et qu'il faut traverser les frontières, relever des défis. Et j'ai pu, par bonheur, en relever quelques-uns. Et vous y avez effectivement toute votre place et on est très chanceux de vous avoir en France en tout cas. Dernière question pour terminer, Olivier. Qui devrait être selon vous le prochain invité de 20 sur 20 ? Je pense que vous ne regretteriez pas d'écouter Grégoire Borst, qui est professeur de psychologie, de développement et des neurosciences dans mon laboratoire de la Sorbonne. Il est venu de Harvard quand il était jeune et je l'ai formé à la psychologie du développement de l'enfant. Et maintenant, il est absolument resplendissant. Grégoire, l'invitation est envoyée en tout cas. Merci infiniment, Olivier. Ça a été un vrai plaisir pour moi autant que pour nos auditeurs, je crois, de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast de l'Express Éducation 20 sur 20. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, bien sûr. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants et pour les plus grands. Et puis, j'espère à très bientôt. Et puis ce rapport, alors, il arrive très bientôt sur... Voilà, il est accessible et il va maintenant arriver, après le petit décalage politique de l'été, dans tous les nouveaux ministères. Merveilleux. On va suivre ça. Donc, en ce mois de septembre et début octobre où nous nous écoutons. Merci beaucoup, Olivier.